Bien, bonsoir tout le monde. Je voudrais souhaiter la bienvenue à Monsieur le ministre de l'Information qui est parmi nous, qui nous a honoré de sa présence. Je lui ai demandé de se mettre au premier rang, mais il préfère être discret derrière. Monsieur le ministre de l'Information est un grand allié à Léo Burnett, et là, il est là et ça me fait beaucoup plaisir. Alors, puisque je parle de Léo Burnett, j'aimerais aussi souhaiter la bienvenue à M. Rajat, qui est venu exprès de Dubaï pour assister à cette présentation. M. Rajat est le CEO de Léo Burnett, et grâce à Léo Burnett et au support qu'ils m'ont donné durant tout ce temps, cette année-là, j'ai pu sortir de livre. Sans eux, la chose ne serait pas passée. Et comme vous savez, je suis devenu le président honoraire de Léo Burnett, donc je m'occupe, disons, des grandes directions de la boîte. Je ne m'occupe pas du day-to-day. Et d'une certaine façon, ce livre exprime un peu les valeurs de Léo Burnett dans l'absolu. Comment nous pensons, etc. D'ailleurs, dans le livre, je parle beaucoup de la façon dont la société s'est faite et comment on réfléchit ensemble. Nous avons une société qui fonctionne bien parce que c'est une société d'hommes, parce que le travail d'équipe est très puissant. Et je me suis dit un jour, pourquoi ne pas essayer d'appliquer ce que nous avons appris à Léo Burnett à l'échelle de notre société civile. Bon, alors le sujet de cette présentation, c'est être maître de notre avenir. Et pour mettre un peu de paix dans l'introduction, je vais vous poser une petite devinette. Nous avons parlé de multinationales, nous avons parlé de groupes. Je vais vous poser une question. À votre avis, quelle est la multinationale ou le groupe dans le monde qui a les moyens et la communication et la puissance qui fait qu'ils font vraiment une différence? C'est une petite question que je vous pose. Est-ce que quelqu'un est capable de répondre? Qui, à votre avis, est la plus grande multinationale ou le plus grand groupe qui fait qu'ils ont ce qu'ils font, c'est quelque chose qu'on voit partout, qu'on sent partout et qui soit très efficace? Quelqu'un voudrait donner un nom? Google. Microsoft. Quoi? Google. Microsoft. Google, Apple. Bon. Oui, en fait, Google, Apple, c'est très fort. Non. Je vais vous donner un exemple d'une société qui, à mon avis, est la plus puissante. C'est la communauté juive. Et je vais vous dire pourquoi. Tout d'abord, la communauté juive a une mission. Quelle est la mission, à votre avis, que cette communauté est en train de développer à travers le monde? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils redisent tout le temps? Qu'est-ce qu'ils nous disent tout le temps? Qu'est-ce qui fait qu'ils deviennent tellement puissants? Quelle est leur mission? Antisémitisme, Holocauste. Oui, bravo. Bravo. Rappelez-vous l'Holocauste. Ils ont en tête, rappelez-vous l'Holocauste, et ils veulent qu'à tout prix, la terre entière comprenne que l'Holocauste est important, et l'Holocauste étant ce qu'il est, un facteur d'union de la communauté juive de par le monde. Alors, pour le faire, pour perpétuer l'image de l'Holocauste, pour que les gens n'oublient jamais l'Holocauste, ils se basent évidemment sur un mouvement politique très fort qui est le sionisme, mais ils ont tissé à travers des années, à travers bientôt 40 à 50 ans, des engagements politiques extraordinaires. Ils ont créé des relations publiques globales. Ils sont surtout appuyés par des réseaux financiers globaux très puissants. Ils ont des banques, je vous raconterai que vous ne sachiez pas tous. Ils ont des firmes d'investissement. Bon, certains se sont cassés la gueule, mais ça continue à fonctionner tant bien que mal. Ils ont des collectes de fonds. Une des caractéristiques les plus puissantes de la communauté juive, c'est qu'ils savent collecter des fonds. Et c'est la collecte des fonds qui font qu'ils peuvent perdurer leur message qui est « Souvenez-vous de l'Holocauste ». Ils le font très bien. Je vous ai réuni ici quelques exemples de collection de fonds. Palestine Flower Day Jewish National Fund, United Jewish Endowment Fund, Jewish Fund for the Future,
Supporting Israel for Life, Lutheran Foundation Judaica Book Fund. Tout ceci, tous ces fonds qui réunissent sur une base permanente, font qu'ils ont pu tisser un réseau de communication globale extraordinaire. Encore une fois, je ne vous apprends rien de nouveau, vous connaissez la puissance juive dans les médias, les programmes TV, Internet, tous les médias qui nous entourent. Nous le vivons chaque jour, on le sent chaque jour, mais on ne réalise pas ce que ça représente en fait. CNN, Time, les radios, vous connaissez tous la Énergie, je crois, et il y en a des millions d'autres. Les canaux d'histoire, même les canaux d'histoire, quand vous voyez à la télévision, partout dans le monde, les canaux comme History Channel, comme l'histoire, comme... Vous vous rendez compte que les canaux historiques sont tout le temps imprégnés d'histoire juive. C'est tout le temps, c'est un lavage de cerveau permanent. Rappelez-vous l'Holocauste, on le voit chaque jour. On ne laisse pas l'occasion aux téléspectateurs de... Ce soir. Aux téléspectateurs d'oublier le message. Non, mais je sais pas. Alors ça, c'est des exemples que j'ai colportés au fur et à mesure en surfant sur Internet. Et puis, il y a Internet. Alors, Internet, je vous donne des exemples de ce qu'il y a comme site qui vend le sionisme, le côté juif, l'Holocauste. Il y en a par centaines, donc j'ai fait des sélections. Si vous allez à travers tout ça, Something Jewish, The Student Journal of Canadian Jewish Studios, Jewish.com, et ils ont Hollywood. Alors, parlons Hollywood. La plus grande arme qui aide à propager le message, c'est Hollywood et tous ses films. Et puis la liste des acteurs qui travaillent sur Hollywood, qui sont tous listés, qui sont tous des pro-sionistes, la liste des acteurs est extraordinaire. Là, une petite liste d'acteurs qui sont tous sur le payroll. Oui, Winona Ryder, Michael London, Gary Grant, etc., etc. Bon. Et vous avez vu les films. Chaque fois qu'il y a un nouveau film qui sort, c'est toujours, on romance, on raconte de nouveau l'histoire de l'Holocauste. Vous avez tous vu La Vita è Bella, Schindler's List, c'est l'un des films. Il y en a, ils en sortent par centaines. Et il y a des éditions également. Tout le temps, les livres qui sortent, tout le temps, on vous rappelle. Chaque jour, on a un nouveau livre qui sort. C'est permanent. It's endless. Je vous donne un exemple de combien c'est pernicieux et puissant. Ça, c'est un livre que je viens de lire qui s'appelle The Art of Possibility, Transform the Profession and Personal Life. C'est un livre qui n'a rien à voir avec le sionisme, rien à voir avec l'Holocauste. C'est un livre sur la formation personnelle. L'auteur s'allonge, à un moment donné, de parler de son expérience ou l'expérience de son père dans les camps de concentration. Dans un moment où on est en train de lire un livre scientifique, on s'allonge pour toujours passer le message. Et bien sûr, il y a les musées. Bref, cette petite récapitulation, cette introduction vous donne une idée de ce que représente la force des lobbies des juifs dans le monde. Donc, commencez à vous imprégner de cette idée de lobby et voyez un peu ce que je viens de vous montrer. Voilà ce qu'il faut dans l'absolu pour pouvoir perpétuer, lancer un message, pour alerter les populations et les unifier autour d'un thème. Il faut beaucoup de fundraising, il faut beaucoup de moyens, il faut beaucoup de puissance, il faut beaucoup de travail. C'est comme ça que ça est. Et vous vous dites maintenant pourquoi je suis en train de vous montrer ça en introduction. Parce que finalement, pour qu'ils arrivent à le faire, ils ont deux choses qu'ils ont très bien contrôlées, l'économie et l'influence. Sans économie et sans influence, rien ne peut être fait. On a besoin des deux. Ils marchent ensemble, ils se chevauchent, ils s'entraident. Économie et influence. Revenons à nous. On n'est pas très loin du peuple juif. Nous sommes tous libanais, bon, on est de différentes religions et c'est peut-être un problème que nous avons. Mais après tout, notre diaspora est presque aussi grande que la diaspora du peuple juif. Nous sommes 14-15 millions dans le monde, ils sont 14-15 millions. Économiquement, on est aussi puissants, pas aussi puissants, mais on est certainement assez puissants. Donc, on a les moyens de faire quelque chose. Pourquoi on n'apprendrait pas un peu du peuple juif? Comment nous, notre audience, notre classe économique, je ne vais pas parler de la classe politique,
Cette présentation n'a rien à voir avec la politique. On ne parle pas de politique ici. Je parle ici de la classe économique qui est en train de tenir ce pays. De quoi le pays est en train de survivre aujourd'hui? Ce n'est pas des politiciens. Le pays survit à cause de l'effort économique que nous sommes tous en train de faire pour que ce pays continue à survivre. Mais finalement, quand vous pensez à cette classe économique que nous sommes, que vous représentez, qu'on nous représente tous, vous savez de quoi on souffre? On souffre du syndrome de Stockholm. Vous connaissez le syndrome de Stockholm? Oui. Bon. Le syndrome de Stockholm, c'est le syndrome que les otages ont vis-à-vis de leur preneur d'otages. Donc, quand le preneur d'otages les prend, au bout de 2 semaines de captivité, ils finissent par aimer le kidnappeur. Il ne peut plus vivre sans lui. Il pense que c'est lui qui le protège, qui le laisse vivre. Nous, notre société économique est prise en otage par la classe politique. Mais on les aime. On ne veut même pas se rendre compte qu'on est pris en otage. On ne veut même pas se rendre compte de nos droits de société économique. On accepte ce qu'ils font et on les aime et on vote pour eux et on continue à les encourager de en faire encore plus. Voilà ce que j'entends par le syndrome de Stockholm. On est en plein syndrome de Stockholm depuis probablement les années 60. Alors, donc, on réfléchit un peu. Si on oublie un peu là, le syndrome de Stockholm, quelle pourrait être notre mission à nous, les gens qui font partie de la classe économique et qui ont envie de faire quelque chose? Qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, les gens qui sommes les représentants de la classe économique du pays porteuse? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme mission pour le pays? Comme j'ai un peu de temps et comme j'ai beaucoup d'expérience à ce niveau, j'ai essayé de faire quelque chose à ce niveau pour essayer de pousser quelque part autour de moi quelque chose qui pourrait être une conscience nationale. Donc, si je me dis, adoptons comme mission de créer une conscience nationale, et en extrapolant ce que je vous ai montré tout à l'heure, les Juifs, rappelez-vous l'Holocauste, ici ensemble, on est en train de réfléchir maintenant pour une demi-heure à une conscience nationale. Que peut-on faire pour une conscience nationale? Quels seraient les moyens de créer une conscience nationale? Vous savez tous que nous sommes dans une impasse. On ne peut pas créer une conscience nationale basée sur la politique. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui va essayer de la faire va avoir d'autres politiciens qui vont se battre contre lui. Donc la voie politique est fermée. Vous vous rendez compte? Je n'ai pas besoin de vous le dire. Vous savez comment ça se passe aujourd'hui. Et probablement ça va continuer à se passer. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire à nos enfants? On va attendre, on va encore attendre, on va attendre que la décrépitude, que les politiciens continuent à se battre. Est-ce qu'il y a un moyen de faire une conscience nationale malgré le fait que nous sommes dans une impasse? Et puis, à mon humble avis, et en réalisant ce qui passe autour de nous, je me suis dit que pourquoi pas, l'économie libanaise pourrait être porteuse de conscience nationale. Serait-elle porteuse? On me dira non, parce que si on travaille l'économie, probablement que la politique va la prendre. Je vous donne un exemple. Solidaire est un programme économique qui a très bien marché pour la ville de Beyrouth. Mais c'était la ville de Beyrouth. Donc, elle a été politisée et ceux qui ne sont pas de Beyrouth ont dit non, c'est un mauvais programme parce que Beyrouth est en train de tout prendre, etc. Donc, le programme économique de feu de M. Rafi Hariri n'a pas fédéré le pays, il l'a au contraire désuni. Donc, quand on parle d'économie, et d'ailleurs c'est le seul voie, en fait, c'est la seule chose qui nous reste, on ne va pas parler d'économie. Mais je pense que ce qu'il faut dire, c'est parler d'économie fédérative.